historien et ami, M. Sadek Sallam. Merci. Normalement, on aurait dû respecter l'ordre chronologique des révolutions, donc on commence par l'ordre inverse. Et je vous avoue le côté un peu malaisé de ma... Bon, moi, j'ai travaillé sur l'islam contemporain, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de recul. Or, un événement qui reste encore chaud, comme ce qui se passe depuis le 22 février, ça relève de la chronique quotidienne, hebdomadaire, du journalisme. Mais pour le comprendre et ne pas crouler sous le poids des informations qui tombent toutes les heures là, sur les réseaux sociaux où on a du mal à mettre de l'ordre, il faut essayer d'examiner ça sous l'angle de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. On a un institut qui est l'IHTP, Institut de l'histoire du temps présent, qui remonte moins dans le temps que l'histoire contemporaine, mais qui s'écarte un peu du journalisme et des politistes là, qui font en fait du journalisme sans essayer d'avoir du recul. Or, l'IHTP, comme l'IFRI, ont du mal à étudier l'Algérie, sans doute, et ce n'est pas la seule raison. La principale raison, c'est que l'Algérie, c'est le seul pays arabe important à n'avoir pas admis l'ouverture d'un centre français de recherche, comme celui du Caire, celui d'Amman. On en avait un au Yémen, dans Birogas occupé, l'IRMC à Tunis, le centre Jacques Berck. L'Algérie a refusé, pour des raisons. Donc, on n'a pas, si vous voulez, les tentatives de rationalisation des faits. Donc, on doit faire tout seul. Alors, je commence par une opening joke à l'américaine. Fin 2007, j'étais à Alger et je me suis rendu à une 50aine de kilomètres sur la côte ouest par minibus. Parce que dans les minibus, là, vous avez des gens qui parlent à haute voix, qui critiquent le wali, le maire, le commissaire, le ministre. Bon, donc vous faites des enquêtes impressionnistes. Et j'ai raté le dernier autobus qui était prévu pour 17h30. Il est parti à 17h10. Donc quand il part à l'avance, ça pose des problèmes comparables au retard à l'arrivée. Je me suis plaint au policier là, qui faisait la circulation. Il a arrêté une Clio. Il l'a pratiquement obligé à me prendre. Donc c'est de l'autostop forcé. Et je tombe sur un type vraiment bien habillé, instruit. Et bon, on a essayé de faire causette là, sur 50 km. C'était un ingénieur qui avait un chantier du côté de Cherchel et il rentrait le soir dans sa banlieue de l'est d'Alger, banlieue très populaire. Et alors, après les premiers échanges, il était très embarrassé parce qu'il dit c'est le protégé du policier, alors que le policier, moi, je ne le connais pas. Et alors, à la fin, j'ai voulu le brancher sur les élections municipales qui venaient d'avoir lieu, à une semaine près. Je lui dis, alors, Al-Harraj, comment ça s'est passé? Il m'a dit, Oulama Kdbalik, comme ça. Il dit, je ne peux pas te mentir, parce que depuis janvier 1992, je ne m'intéresse plus à leurs élections. Donc voilà, il nous donne une date charnière qui nous aide dans la périodisation. Tout travail d'historien commence par une périodisation. L'une des dates les plus importantes de l'Algérie postcoloniale, c'est le 11 janvier 1992. Ensuite, il m'a donné une idée du grand désintérêt de l'opinion algérienne, notamment des gens instruits comme lui, en rupture totale avec tout ce qui est classe politique. À ce moment-là, moi, je croyais que c'était une rupture avec la politique. Mais en fait, c'était une désaffection vis-à-vis de tout ce qui est politique. Il essayait de parler. Il dit, j'ai vu à la télévision un ministre insignifiant dont j'ai oublié le nom. Alors que du temps de Boumedienne, on retenait par cœur le nom de tous les ministres.
Donc, de cet entretien-là d'une demi-heure, moi j'ai retenu la date charnière de janvier 92 et la désaffection pour le politique qui s'est amplifiée par la suite pour donner des taux d'abstention considérables. On a organisé des élections, mais le taux d'abstention était très très fort, au point de rendre les élections pratiquement inutiles. Et donc, janvier 92, c'est le triomphe de ce qu'on peut appeler l'État DRS, comme on parle d'État KGB. Il y a un grand livre qui s'appelle l'État KGB, et il manque un livre intitulé l'État DRS, parce que c'était vraiment la mainmise des services de renseignement sur tous les secteurs de l'activité, et c'était symbolisé par les BSP, les bureaux de sécurité et de prévention, ou dans n'importe quelle faculté, administration, entreprise, vous avez un lieutenant-colonel qui régente tout. Or, l'État DRS a triomphé à la suite d'un processus assez lent à partir d'octobre 88, sur lequel maintenant on est à peu près fixé que c'était une manipulation d'un clan du pouvoir qui a mal tourné et qui a été utilisé par le clan qui a mis en place l'État DRS et a imposé ses vues à Chadli, malgré la décision de démocratiser à partir de la Constitution de mars 89, qui a permis le triomphe aux élections locales du Front islamique du salut, 15 mois après sa naissance administrative. Or, les artisans de l'État DRS ont répliqué donc, aux élections du 12 juin 1990 par l'obtention de la nomination de Khaled Nazar comme ministre de la Défense. Alors que c'est le président de la République. Depuis Boumedienne, Chadli a continué. Et là, Chadli a fait cette concession qui lui sera fatale. Nazar, ministre de la Défense, qui commence à s'autonomiser, général-major, Boucher d'octobre 88. Et on vient d'avoir des révélations de celui qui a écrit le livre de Chadli et les mémoires. Il a dit en 4 ans d'entretien, Chadli n'a jamais nommé Nazar ni par son nom ni par son prénom. Il l'appelle le criminel, Moujrib. Or, Nazar, la première mesure qu'il a prise, c'est de réorganiser les services de renseignement. Il a créé le DRS, département de renseignement de sécurité, à la tête duquel il a nommé le colonel Mohamed Medienne, alias Toufiq, qui, quelque temps auparavant, était commandant à l'ambassade à Tripoli. Donc il a eu une promotion assez rapide. Or, les services de renseignement étaient commandés par le général Betchin, un ancien de l'Aïlen, de la Wilaya 2, qui a une légitimité, et qui mettait à l'écart les futurs chefs du DRS, dont Toufiq. Donc la première mesure de Toufiq, c'est de réhabiliter un lieutenant-colonel qui avait été limogé par le général Betchin quand il a visité les PC du renseignement des hauteurs d'Alger. Il a trouvé un bureau qui n'était pas déclaré dans l'organigramme. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, c'est le bureau de coopération franco-algérienne. Le lendemain, il envoie une équipe. Il trouve que ce n'est pas une coopération équilibrée, c'est univoque. C'est un bureau qui renseigne la DST à Paris et qui ne reçoit rien en échange. Et c'était le lieutenant-colonel Smaïl Amari que Betchin a limogé à cause de cela. Et que Qasim Erbah a appelé un agent français. Qasim Erbah, qui l'a connu aspirant, quand on lui a parlé, il dit « ça a toujours été un agent de la France ». Donc l'idée de Hizb français, etc., ce n'est pas seulement l'imaginaire des colonisés, ça correspond à une réalité. Or, dès la création du DRS, l'Arbi Belkhir a fait revenir le colonel Smaïl Amari
il l'a promu colonel puis général, et il devient le numéro 2 du renseignement. Et donc très rapidement, on a un carteron de généraux, dont 2 majors, d'autres qui le deviendront. C'est Khaled Nazar, l'Arbi Balkhir, général Toufiq, général Smaïl Amari, qui étaient les artisans du putsch du 11 janvier 92, dont m'a parlé le type qui m'a pris en autostop, qui ne m'a jamais, même pas dit son prénom. Et donc ce carteron, il ne se connaissait pas, mais la tête pensante, c'était l'Arbi Balkhir, qui était un type, on l'appelait le cardinal. C'était quelqu'un qui pontifiait, qui était très silencieux, on ne lui connaît pratiquement aucune déclaration publique. Et c'est lui qui a constitué ce groupe, qui a pratiquement imposé à Chadli toutes les décisions, notamment un décret signé en novembre 91, donc à peu près un mois et demi avant les élections législatives du 26 décembre 91. Chadli a signé, sans faire attention, un décret qui attribue les prérogatives pour le déplacement des unités blindées du Grand Alger au colonel Mohamed Lamari, qui était commandant des forces terrestres, et qui connaîtra une promotion fulgurante par la suite. Et au moment où Mohamed Lamari a déployé les blindés le matin du 27 décembre 91, quand c'est revenu aux oreilles de Chadli, il l'a appelé, il lui a dit « Dakhal blindiyat al-kazerna ». Chadli parlait l'arabe dialectal comme ça. Il lui a dit mais le décret de novembre stipule que ce n'est pas le président, c'est Khaled Nazar qui commande les blindés. Donc, Chadli a signé vraiment le début de sa fin. Et donc s'ils ont sorti les blindés, c'est qu'ils préparaient un putsch. Ils prévoyaient le succès du Front islamique du salut. Et donc, si vous voulez, ce carteron, pour paraphraser le général de Gaulle en avril 61, quand il a vilipendé le carteron de généraux en retraite qui avait fait le putsch d'Alger, là, dans l'Alger de 92, on avait un carteron de généraux qui avait peur d'être mis à la retraite par le fils. Donc, ils ont préféré annuler les élections. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de points communs, mais ils en avaient un. L'essentiel, c'est que chacun de ces 4 avait été limogé à un moment ou à un autre. L'Arbi Balkhir a été limogé au moment de la rencontre avec Hassan II à la frontière, qu'on appelle Zoujebral, par un jeu de mots, c'est les 2 mulets, le marocain et l'algérien, où on a voulu faire couleur locale, où Hassan II a installé une grande tente de l'autre côté de la frontière, et Chadli, une tente où il est venu avec sa famille, etc. Et il s'est aperçu que la télévision marocaine filmait les entrées-sorties de sa femme, alors qu'il avait ordonné de mettre l'entrée de la tente côté algérien. Quand il a vu le manège des flashs, etc., il a dit qui c'est qui a fait ça? On lui a dit c'est l'Arbi, il l'a fait venir. Il lui a dit dans le langage des tirailleurs qu'on utilise dans Annaba, etc., il lui a dit bagage. Bagage, ça veut dire prends tes bagages. Il l'a limogé. Et il a fallu l'intervention de Messadia et de Ahmed Taleb qui ont dit à Chadli Jallam la yukhte. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas, il faut lui pardonner cette erreur vénielle. Il l'a rétabli et c'était un des gestes qui sera fatal à Chadli. Toufiq a failli être radié des cadres de l'ANP par l'Arbi Balkhir, par Ghazli Merbah, du temps de l'ASM, à cause de sombres affaires à Oran, où il y aurait au moins du proxénétisme d'État. Et c'est un colonel d'origine kabyle, le colonel Mouawiya, qui est intervenu auprès de Merbah pour le garder. Nazar a été viré par Chadli la mi-79 parce que Nazar était lieutenant-colonel à Tindouf. Au moment de l'agonie de Boumedienne, son colonel l'a envoyé, lui a dit ils sont en train de préparer la succession, on va voir ce qui se passe. Donc
il rencontre Mostafa Beloussif, qui était vraiment l'homme de confiance de Chadli, qui était secrétaire général du ministère de la Défense, à un niveau très élevé, qui lui a permis de faire partie des experts de la délégation algérienne à Évian. On ne choisit pas n'importe qui pour ça. Nazar avait très peu de chance d'en faire partie. Et donc il aborde la OMS du ministère de la Défense, il lui dit pourquoi vous ne nous mettez pas au courant pour vos tractations, pour la succession de Boumedienne. Et Beloussif en arabe, il lui a dit comme ça. C'est comme ça que Nazar a été traité. Et ensuite, quand il a daigné lui annoncer que le Conseil de la Révolution vient de nommer Chadli coordonnateur des forces de sécurité, celui qui est élu comme ça, c'est le futur président. Quand on lui a appris ça, il a dit « Mais Chadli, on peut le mettre à la rigueur ministre de la Défense, mais il ne peut pas être président. » Mais ça a été rapporté, Chadli, par le général Ben Yelles. Chadli a réagi en limogeant Nazar, qui a été imploré, Beloussif, et il a été rétabli. Et je vous ai dit que Smaïl Amari a été viré par Betchin, donc c'est des cas qui avaient une revanche personnelle à prendre, humiliés par ce limogeage. Après, bon, et ils ont eu tout ce discours-là qui sert toujours dans le Figaro, le journal du dimanche, etc. Ils ont sauvé la République, etc. Et ils ont fait un putsch qui est répréhensible. Moi, j'ai rencontré en Orient des maronites libanais. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? N'étaient pas solidaires des islamistes, les maronites journalistes libanais, mais ils ont dit, si on veut la démocratie, il faut respecter un peu la vox populi. Et donc, ils savaient très bien que c'était un acte répréhensible, et ils se sont fait couvrir par la stature de Boudiaf, qu'ils ont convaincu. Boudiaf était vraiment l'incorruptible, qui a quitté fin 62. Il avait un journal d'opposition qui était très hard et tout. Donc c'est un pur qui avait la légitimité historique et révolutionnaire. Et ça les a abrités pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'ils le flinguent eux-mêmes, pour les raisons sur lesquelles on s'interroge, mais on sait que c'est eux. À partir du moment de la mort de Boudiaf, beaucoup de gens, par exemple Mohamed Harbi a été, que je respecte beaucoup comme historien, il a été auditionné à huis clos par la Ligue des droits de l'homme. Il a dit le coup d'État est un moindre mal si Boudiaf, on lui donne les moyens d'assainir. Vous voyez comment la caution de Boudiaf a rapporté une indulgence de la part de quelqu'un qui se plaignait des putschs depuis qu'il en a été victime, lui, le 19 juin 65. Mais à partir de la mort de Boudiaf, on a eu recours à d'autres moyens. Le moyen le plus persuasif, c'est le GIA, groupe islamique armé, qui est une... Bon, l'interruption des élections, les généraux algériens n'ont rien inventé. Les élections gagnées par l'émir Khaled en 1920 ont été interrompues par le gouverneur général au nom de la laïcité, parce qu'on lui a dit l'émir Khaled a utilisé des versets du Coran dans les meetings, donc c'est une atteinte à la laïcité, comme il a battu à plate couture les administratifs, on a annulé. Donc vous voyez que ce carton de généraux n'a pas d'imagination. Il emprunte à l'histoire coloniale. Or, les GIA, c'est un autre emprunt à l'histoire de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. C'est les faux maquis. Les faux maquis qu'on a... Salan les a financés en 1947 par la culture du pavot, quand le gouvernement de la 4e République lui a refusé... Ils ont dit, on est financé par les Américains, on ne va pas leur demander une rallonge pour financer les faux maquis qui doivent être secrets. Donc il a financé par la cocaïne. Et en Algérie, on a continué la même affaire par ce qu'on appelait l'opération K, qu'on appelle Oiseau Bleu, en 55-56 dans la Kabylie. On a créé un faux maquis, mais qui a tourné à la catastrophe pour Soustel et les généraux de l'époque, puisque Krim Belkacem s'est fait livrer 1500 armes modernes et un budget mensuel, puis après, c'est des types qui ont fait semblant de marcher avec la France, puis ils ont rejoint la Wilaya 3. Et
n'ayant pas digéré cet échec vraiment cinglant, Soustelle, là, dans ses entretiens non publiés, il dit qu'il a misé beaucoup sur ce faux maquis de la force K, de l'opération K, comme Kabylie. Alors, en octobre 56, on rebelote dans la vallée du Chélif, là où il est 4, la force K. Dans 1000 hommes armés qui se faisaient passer pour la vraie Haïlène avec le drapeau algérien, mais qui ordonnaient d'incendier que les fermes des musulmans. Il dit, et ils traversent 3 ou 4 fermes de colons, vous ne touchez pas aux fermes des colons. Donc, les maquisards les plus intelligents ont dit, ce djihad contre les hadj musulmans, c'est douteux, ils ont déserté. Donc, le but de la manœuvre, c'était de dresser la population contre la vraie Haïlène par des crimes de plus en plus choquants pour que la population ne soutienne plus la vraie Haïlène. Or, ce maquis a été mis en échec au bout d'1 an et demi par les vrais chefs de la Wilaya 4 en mai 58. Le GIA, c'est exactement la même chose. Tous les GIA, on a la preuve, si vous voulez, c'est pas la peine d'épiloguer. On a voulu interdire le qui-tu-qui dans la presse, dans les débats, mais on a un général-major, Hussein Belhadid, qui a déclaré il y a 1 an et demi, le chef du GIA de l'Ouest algérien, Qada Ben Chiha, c'est moi qui l'ai capturé. Et en moins d'1 heure d'interrogatoire, il m'a donné le numéro de téléphone de Smaïl Ammari qui lui donnait les ordres. Bon. Alors, vous me direz l'AIS, Armée islamique du salut, qu'on a présenté comme étant l'armée régulière du fils. Or, maintenant, on sait que l'AIS de l'Est, commandé par Madani Mozarag, un ancien garde-corps et chauffeur de Abbasi Madani, était inspecté par hélicoptère par Smaïl Ammari, qu'il avait à sa disposition depuis 1980, quand Smaïl Ammari infiltrait les volontaires de la Légion islamique recrutés par Kadhafi pour le Tchad, pour combattre les Français. Alors, il reste celle de l'Ouest, de Ben Aïcha. Ben Aïcha a raconté, il a dit, après le 11 janvier 92, on est venu arrêter et torturer, pour ceux qu'on a pu capturer, tous les élus du fils, que ce soit les élections locales ou du 26 décembre. Il a dit, nous avons réussi à échapper, on nous a pourchassés dans les montagnes du Warsonis, et pour nous défendre, nous avons été emprunter leurs fusils de chasse aux paysans, et on a constitué un embryon d'armée. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun ordre d'un chef légitime politique du fils de porter les armes. C'est la raison pour laquelle Hachani, en 1999, a été assassiné. Hachani a été libéré parce que Madani Mozarag ne se sentait pas... Je passe les détails, là. Madani Mozarag voulait utiliser un soi-disant avocat du fils qui s'appelle Bachir Mechri, dont parle Nazar dans une 50aine de vidéos. Et Bachir Mechri allait visiter le Sheikhain, les 2 cheikhs à la prison militaire de Blida, Madani et Belhadj. Et à chaque fois, il leur demande une tezkiya, comme on dit, c'est-à-dire une lettre qui cautionne le djihad. Ils ont toujours refusé. Que fait Mechri? Il a un de ses confrères, un véritable avocat du fils, qui a un lien de parenté avec Madani. Il l'invite, là, au mois de mai, à l'époque, parce qu'il avait une maison à Tchidjili, sur le bord de la mer. Il lui dit, viens passer le week-end avec moi, j'ai une maison au bord de la mer. Il y va, et puis il m'a dit, le matin, on a pris la voiture, les chemins de montagne, les chemins de terre, et puis on se retrouve en face de Madani Mozarag, en treillis, en Kalachnikov, et il lui a dit, toi, ils te font confiance, demande-leur une caution pour l'AIS. Et l'autre, c'est là où il s'interrogeait sur Bachir Mechri, qui était présenté comme l'avocat du fils, mais il rendait compte à Smaïl Ammari. Bon. Or, le deuxième avocat, dont je ne cite pas le nom parce qu'il est à Paris, il ne veut pas parler, il a une quinzaine de cartons de documents très explosifs, il transmet au cheikh, il lui dit, mais jamais de la vie, nous n'avons jamais dit qu'il fallait porter les armes. Les gens qui combattent
Nous, on a joué le jeu de la légalité, on voulait le maximum de voix. Ils ont interrompu les élections. On ne va pas charger la barque par des luttes armées. Donc voilà le problème de Rosalie, après avoir été Premier ministre, dès son arrivée à Paris, je me souviens, je l'ai écouté tôt le matin sur Radio Orient, avec son arabe massacré. Le journaliste libanais lui a dit pourquoi vous continuez à combattre, parce qu'à l'époque, c'était tous les vendredis, on tirait à la sortie des mosquées, la bataille des mosquées. Il lui a dit, ils ont voulu prendre le pouvoir par la force. Et les journalistes du monde croient jusqu'à maintenant, mais c'est des gens qui ont gagné les élections. Et vous les avez poussés à la violence par les Fombaki, et vous avez les autres là, qui étaient de vrais islamistes, mais qui n'ont jamais reçu d'ordre de la direction politique du fils, qui était représenté par Hachani, un ingénieur en pétrochimie. Rosalie m'a dit, Hachani, bien sûr, je le connais, il était de la Sonatra. Et il voulait, quand Rosalie voulait jouer un rôle politique, il m'a dit, moi j'ai voulu négocier avec Hachani. Mais Hachani était sur ses gardes. Or, Hachani, on le libère en 97, et on le condamne à 5 ans de prison, de manière à ce qu'il sorte de prison du tribunal, parce qu'il avait purgé les 5 de 92-97. Or, comme le juge était chargé de tester sa bonne volonté pour cautionner l'accord, on appelait ça l'Odna à l'époque, une trêve, puis l'accord définitif avec l'AIS, à chaque fois il dit, mais qui c'est qui a ordonné la création de l'AIS? Alors, ils ont vu qu'il n'était pas disposé, et il y a une petite milice là qui vient, qui le descend au sous-sol du tribunal, ils lui ont cassé la figure. Il est monté ensanglanté, etc. Et le président du tribunal va voir le vrai avocat du fils, qui était l'avocat de Hachani. Il lui a dit, dis-lui de demander une khibra, une expertise médicale pour les... Et l'autre a compris, parce que l'expertise, ça permet de le garder en prison. Il lui a dit, tu demandes aucune expertise, tu ne réponds pas. Alors, et le président du tribunal est venu voir le vrai avocat du fils, il lui a dit, j'ai 6 enfants, et je viens de recevoir un coup de fil d'un général, pour le remettre en trône. Donc, dis-lui de demander une khibra. Alors, au bout de la énième fois, il n'a pas répondu. Donc l'autre prononce le verdict, 5 ans de prison, et Bachir Mechri se lève, il dit khibra, khibra, khibra. Donc il vient de se dénoncer comme parce qu'il a reçu le même coup de fil que le juge. Donc voilà l'histoire de la violence post-élection est réglée par les aveux des gens qui étaient chargés d'éradiquer, ce qui se sont appelés les éradicateurs. En arabe, dans la sourate 12, on appelle wa shahida shahidun min ahliha, un témoin qui a témoigné contre la femme de Putifar, de sa famille. Et donc l'autre argument là, qui a permis d'avoir une certaine indulgence pour le coup d'État, c'est ce qu'il est convenu d'appeler les islamistes modérés. Les islamistes modérés, ce sont les petits partis. Vous avez Smaïl Layachi qui avait plusieurs fils à la patte, mais qui faisait de la provocation. Il avait un journal qui s'appelle Jazer News. Il a publié la fiche de Smaïl Ammari, dans laquelle il a ordonné la création du parti de Nahna, le MSP, qui s'appelait Hamas à l'époque. Oui, bon. Et donc, moi, j'avais un abonnement gratuit de la revue Le Mujtama du Koweït. Et je lisais leur chronique sur l'Algérie. Elle était inspirée par le Hamas. Il y avait une très grande indulgence. Les généraux algériens, ils viennent à la Umrah, ils viennent à la Mecque, et puis ils consultent les chiites comme Nahna. Donc, ils ont, aux yeux de l'opinion orientale, atténué la gravité des crimes qui se commettaient en Algérie. Le troisième mythe, c'est celui de la presse dite indépendante. Il y avait, je ne sais pas combien de titres qui étaient subventionnés.
etc. Mais on sait maintenant que dès le début, toute la presse était téléguidée par le colonel Zoubir, à la tête du CCD, le Centre de communication de la défense, qui avait un budget supérieur à celui de certains ministères, et qui était chargé de tracer la ligne éditoriale de toute la presse dite indépendante, notamment l'Ouatan, dont le directeur vient d'être viré. Le Belhouchet, bon, c'est le DRS plus l'ambassade de France. Hein. Tout le monde le connaissait, mais on ne pouvait pas le dire à l'époque. Mais maintenant qu'il a été mis à la retraite par ses pairs, on peut en parler. Et donc, le colonel Zoubir a été remplacé par le colonel Fawzi, qui a sévi jusqu'en 2015. Et 2015, c'est l'autre date charnière à retenir, parce que c'est celle de l'éviction du général Toufiq, qui se faisait appeler lui-même Rabb Tzaïr, le dieu de l'Algérie. Alors qu'il est croyant, il croit à l'unicité de Dieu, transcendant et tout, mais il se compare à Dieu. Et Fawzi est parti dans la même charrette que les généraux du DRS, il est inculpé. Mais c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps. Ce qui a fait dire à un excellent analyste politique qui nous manque beaucoup en ce moment, c'est Abdelhamid Mahri, qui a dit les journaux dits indépendants n'ont pas de ligne éditoriale, ils ont une ligne téléphonique. Et il aurait pu ajouter, parce que après, ligne téléphonique plus ligne de crédit. Surtout après l'arrivée de Saïd Bouteflika, qui ouvre une ligne de crédit, pour ceux qui s'écartent du politiquement correct, il leur coupe les vivres, et ils se réfugient sur Internet. Il n'y a plus de journaux en papier. Donc, moi j'ai vu, il y avait Qusay Darwish, là, qui est mort à ses cendres, marié à une Algérienne, Syrien, qui couvrait l'Algérie dans un très grand journal, Charles Laoussad, qui répétait dans tous ses titres, l'Algérie, c'est un pays magnifique, il y a tant de titres, et la presse est libre. Je dis, Taqillah, on le voyait ici. Alors lui, son mariage avec une Algérienne rencontrée à Damas faisait de lui le plus légitime de tous. Mais il avait une ligne téléphonique, lui aussi, et même une ligne de crédit. On connaît le montant reçu par du budget du FLN à l'époque. Donc ces trois éléments ont fait que la presse dite indépendante était conditionnée, et ça se répercutait sur la presse parisienne. La presse parisienne, vous avez l'événement du jeudi, c'est Jean-François Kahn, le vendredi, il a décidé de déposer le bilan. C'est revenu aux oreilles du colonel du DRS de l'ambassade. Il le contacte le week-end et il lui verse 25 millions qui ont permis le lundi à reporter le dépôt du bilan. Et Jean-François Kahn est un homme respectable, il a été en Algérie en 1965, et il faisait traiter l'affaire algérienne par Martine Kozlan, qui était une éradicatrice, etc. Et même le journal Le Monde, moi je me souviens d'une phrase de Burga à l'époque, il y avait de la Guérivière là, qui suivait l'affaire algérienne. Burga nous a dit les Parisiens seront bien informés quand la Guérivière s'occupera de la Belgique. Et effectivement, 6 mois après, il a été remplacé par d'autres qui n'étaient pas mieux. Parce que vous avez un réseau de spin doctors qui était en ligne directe avec Toufiq, en personne, sans passer par Fawzi, qui s'occupait de ce qu'ils appelaient les élites à Paris. Les élites algériennes à surveiller. Et puis, quand ça n'a pas suffi, on a envoyé Issa Khaladi, qui est un capitaine du DRS, ancien collaborateur de Smaïl Amari, qui est venu faire un magazine ici, où il a réussi à faire signer Mohamed Harbi, Anna Bozzo, une Italienne, toute l'élite, mais après ils se sont aperçus qu'il était en service commandé. Alors le brave, il a mis fin à la revue, il a ouvert une librairie là en bas de Barbès, et des capitaines comme lui, détachés pour aider la presse dite indépendante, il y en avait une demi-douzaine, dont 2 frères qui sont réfugiés dans le Golfe
et qui était chargé de surveiller les 47 journalistes algériens réfugiés, notamment au Qatar. Et c'est eux qui présidaient au recrutement des journalistes algériens détachés là-bas. Donc vous voyez, c'est un réseau supranational qui a permis de vendre le coup d'État, de rapporter une indulgence pour des putschistes de la part des journalistes les plus probes et les plus érudits, parce que les réflexes de méfiance, on ne les a pas tout le temps. On prend ce qui existe sur le marché de l'information. Et donc là aussi, ils n'ont absolument prêté des capitaines à la presse. Ça n'a absolument rien d'original. Le général Massu a fait exactement la même chose en 1957, quand il a prêté le capitaine Marion, un arabisant venu du Maroc, qui était son chef de deuxième bureau. Il l'a détaché à l'Écho d'Alger, au service d'Alain de Sérigny. Moi, j'ai vérifié, là, moi j'ai des notes du deuxième bureau du corps d'armée d'Alger, confidentiel, très secret, mais vous les trouvez sous forme d'articles en première page de l'Écho d'Alger à l'époque. Et Massu, dans ses souvenirs, il a dit « J'ai demandé au capitaine Marion de se dévouer pour aider la presse algéroise, etc. » Donc, si vous voulez, ce que les putschistes de 92 ont fait, il n'y en a absolument rien d'original. Interruption des élections, ça a déjà servi en 1920. Faux maquis, ça a déjà servi en Indochine, en 55 en Kabylie, en 56 dans la vallée du Chélif. Et prêter un capitaine aux journaux, Massu a déjà fait ça. Et Essa Khaladi et les 2 ou 3 autres connus, parce qu'on m'a dit que ça a atteint la dizaine, les officiers démobilisés pour aider la presse dite indépendante. Et ce qui fait que, jusqu'à maintenant, l'événement le journal du dimanche, au bout du 2e vendredi, après le 22 février, a consacré une page dans laquelle le seul fait de faire appel à Gilles Kepel est déjà un signe. C'est pour dire qu'il y a les islamistes derrière. Or, Kepel n'avait rien à se mettre sous la dent depuis qu'en octobre 88, il y a eu les manifs, Nazar a tiré dessus, et Le Monde fait appel à Kepel qui publie en 2e page une analyse doctement exposée pour dire qu'il y a une crise de la jeunesse algérienne et le remède définitif, c'est de favoriser la musique de raï. Je crois que Burgas se souvient, parce que moi j'ai appelé Burgas, et il m'a dit, Kepel, si tu appelles l'Algérie sur la carte, je lui ai donné quelques dates, quelques noms, et il a fait son article. Et donc, si le journal du dimanche était au courant de cet antécédent, je pense qu'il aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Mais c'était une tentative de nous dire que les islamistes sont là, ils se cachent derrière la Grande Poste, et qu'il faut des gens pour sauver la République une 2e fois. Mais ça a fait pchit le mardi d'après. Ça n'a pas eu de suite. Parce qu'une hypothèse comme celle-là, quand elle n'est pas reprise dans les réseaux sociaux, c'est un échec. Et donc, si vous voulez, la deuxième... ça, c'est l'état d'RS dépeint de manière très, très sommaire. Il mérite un gros volume, comme le livre sur l'état KGB. Après, il y a les bouteflikismes au pluriel. Bouteflikisme de l'aîné et celui de M. Frère à partir de 2013. Donc, vraiment la maladie sérieuse du président. C'est maintenant que c'est Saïd qui gouvernait à partir de 2013, qui mérite un traitement spécial. Mais Bouteflika, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise bien le verbe, qui a été chargé du redéploiement diplomatique de l'Algérie. D'après une confidence faite par Toufik à la fin du premier mandat, ce que les gens ne savent pas, c'est que Toufik était pour la candidature Benflis. Oui, on a des témoignages dans le Midi de la France, des comités créés à la demande de Toufik. Bon. Alors, Toufik, qu'est-ce qu'il disait à ses visiteurs? Dans Antin, il venait parce qu'il travaillait avec Alain Jox. Il est dans le seul institut dont dispose l'Algérie en matière d'études stratégiques. Et donc, avant de venir ici, il fait une visite, soi-disant, de courtoisie à Toufik. Et il nous répétait ce qu'il dit. Toufik lui a dit, Bouteflika, on l'a chargé du redéploiement diplomatique.
On a enfermé l'Algérie pendant la décennie noire. Il a réussi relativement. C'est l'heure des réformes économiques. Il est incapable de réussir là-dedans. On va faire appel à Hamrouche. Il insistait sur Hamrouche parce que ce prof était hamrouchien. Donc voilà ce que pensait Toufik au fond de lui-même, mais il servait le langage qui convenait à chacun de ses visiteurs. Donc Bouteflika, mais comme il n'était pas de la dernière pluie, il est arrivé à peu près toute proportion gardée à Bouteflika, ce qui est arrivé au général de Gaulle, ramené par les généraux en mai 58, et il le pressait de régler l'affaire algérienne de manière à le renvoyer le plus tôt possible à Colombey. Or, lui, il a pris les dispositions pour changer de constitution, virer tout ce qui est 4e République et rester 11 ans. Alors Bouteflika a compris qu'il était là pour leur éviter la condamnation à l'ONU, parce que la session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU elle a failli condamner l'Algérie cette année-là. C'était Dumbry, le ministre des Affaires étrangères, qui avait un mal fou à plaider contre les dossiers des torturés, dont le nombre augmentait à Paris, les anciens des camps du Sud qui n'avaient rien à voir avec le fils, il y avait des dossiers comme ça. Or, Bouteflika était en septembre 1998 à l'hôtel intercontinental de Genève, avec les anciens ministres de Boumedienne, avec lesquels il ne s'entendait pas, mais en Suisse, tout le monde est frères. Et un des anciens ministres présents a dit on était en train de discuter. Puis le réceptionniste dit Monsieur Bouteflika a un appel pour vous. Et il s'absente 20 minutes. Et après, c'est le réceptionniste qui travaillait pour le DRS de Genève, qui avait les écoutes. Il leur a dit c'est l'Arbi Belkhair qui vient d'appeler Bouteflika. Il lui a dit tu te prépares, on va annoncer la démission de Zaroual la fin du mois. C'est toi le futur président. C'est ce qu'on appelle le candidat du consensus. C'est-à-dire pressenti et nommé pratiquement à l'avance. L'idée de candidat du consensus, c'est une idée antidémocratique. Elle date de parti unique, où les commissions, les sous-courants du FLN se mettent d'accord sur un nom, et puis on le soumet tout seul à l'approbation du peuple. Et c'est ce qui s'est passé pour Bouteflika, puisqu'il se retrouvait tout seul en avril 1999, quand les 6 autres candidats, renseignés par des militaires qui étaient vraiment outrés par l'ordre de fraude généralisée, parce que les militaires, les nomades, votent quelques jours avant les autres. Or, le commandant du secteur de Msila, où Ahmed Taleb a fait un meeting, le colonel est venu le voir, il lui a dit on a fait l'élection hier, mais c'est fraude généralisée. Or, Taleb rentre par les lignes intérieures. Au salon d'honneur, il croise Abdelmalek Sellal. Sellal était ministre de l'Intérieur et directeur de campagne de Bouteflika. Sellal, il a du respect pour Taleb. Taleb lui dit il faut avertir le président Zaroual qu'il y a une fraude généralisée dans l'armée et il faut qu'il prenne des dispositions pour prévenir la fraude jeudi prochain, ou vendredi en fait. Or, réponse de celle-là, lui a dit je transmettrai ce message si le général Smaïl Ammari me l'ordonne. Texto. Donc, voilà un ministre technocrate, mais qui est un des purs produits de l'État DRS. Et donc, comme aucun des 6, Hamrouche, Saïd Ahmed, Taleb, Sifi, Jaballah, j'en oublie, ils se retirent et Bouteflika se trouve dans la situation du candidat, du consensus, du temps du FLN, seul candidat. Et Smaïl Ammari, le soir, lui dit tu veux le vrai résultat, parce que lui, il a réclamé 75%. Il lui a dit tu as eu 17,5%, le vrai décompte du DRS. C'est tout, c'est tout. Bon. Il dit je vais essayer d'améliorer pour la prochaine fois. La fois d'après, comme Chirac a eu 82%, il a dit je veux au moins le score de Chirac, après 2002. Bon. Donc, pourquoi ? Parce qu'entre-temps, vous avez une autre déclaration inoubliable de Mahdi, à partir de 1997, quand on a renoué le fil des élections, selon la formule de Mitterrand, quand il a dit les dirigeants algériens s'honoreraient à renouer le fil des élections, c'était en décembre 1992,
au sommet de Dublin, de l'Europe, présidé par François Mitterrand. Et François Mitterrand a exprimé le point de vue de la majorité des chefs d'État européens. Ce n'était pas son point de vue à lui, puisque lui, il a béni le coup d'État à l'avance du 11 janvier 92. Ce que maintenant, on le sait. Et donc, ils ont renoué le fil, mais avec un ordre de trucage généralisé, orchestré, planifié, régulé par Ahmed Ouyahia. Bon. Et c'est à ce moment-là que Mahdi a dit l'armée a pris la décision de ne plus jamais perdre les élections à l'avenir. Donc, on simule les élections, mais fraude généralisée. Et au moment de la campagne, qui a été une vraie campagne médiatiquement parlant, il y avait un club de la presse où vous avez une demi-douzaine de journalistes qui vraiment mettent mal à l'aise les candidats. Or, chacun des candidats briefe les journalistes les plus provocants. Il dit s'il te plaît, tu poses les questions sur tout, sauf le truc sur la fraude électorale de 97. C'était la condition posée par Toufik pour continuer à protéger Ouyahia. Or, Bouteflika, ses amis là, qui veillaient avec lui parce qu'il aimait la musique bédouine et tout, et notamment un de ses amis qui veillait avec lui, qui s'appelle Abdelkader Hadjar, il lui a promis le poste de ministre des Affaires étrangères. Et il l'a mis au parfum, il lui a dit j'ai l'ordre de ne pas parler du trucage des élections après la création du RND, 97. Bon. Après, au bout de quelques semaines, il envoie des lettres à la présidence. Bouteflika ne lui répond pas, il téléphone, il dit il va te rappeler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Paris, il se procure le rapport en arabe sur la fraude électorale orchestrée par Ouyahia. Il verse 5 000 francs à un traducteur. C'est le traducteur qui m'a rapporté l'histoire. Il lui a dit tu me le traduis avant la fin de la semaine et je vais le distribuer à toutes les salles de rédaction si Bouteflika ne me nomme pas. Et il avertit la présidence, et cette fois Bouteflika répond, lui dit il faut que tu rentres tout de suite, je vais te proposer un poste. Et sous l'effet de ce chantage, aussi menaçant soit-il, n'a rapporté que le poste d'ambassadeur en Iran. Il lui a dit non, les généraux ne veulent pas de toi, ministre des Affaires étrangères. Donc voilà les mœurs politiques. Bouteflika, il avait une popularité chez les gens qui ont vécu la guerre, parce qu'il sait pas manier le langage. Le cher Belkacem, qui le connaissait très bien, il m'a dit, quand on suit vraiment l'éloquence dans un même discours c'est Abdelaziz, comme il l'appelait, il me dit, il a 3 modèles, 4. Le général de Gaulle, Hassan II, Boumedienne et Arafat. Il m'a dit, il commence par imiter de Gaulle. Puis après, le côté un peu de Hassan II, et puis Arafat, le révolutionnaire, et puis Boumedienne, le discipliné. Et ça plaisait à mon grand-oncle, qui a été voté. Mon grand-oncle avait 95 ans. Il a demandé, j'étais là-bas, moi, en 2009. Il a demandé à ce qu'on l'amène voter. Il voyait la télévision, il jugeait l'éloquence en arabe, il parle bien l'arabe et tout. Mais le soir, il m'a dit, je crois, les femmes ont peut-être voté, mais moi, il n'y avait personne dans le bureau de vote. Il n'y a que moi. C'était vraiment le taux d'abstention qui montait en flèche. Et alors, Bouteflika, bon, c'était la politique du chéquier, c'est-à-dire les prêts non remboursables, ce qu'on appelle les emplois jeunes. À l'époque, c'est 1 milliard de centimes pour un projet agricole, mais en fait, on achète un studio à Marseille. Et les statistiques montrent qu'il y a 20% de succès dans les milliards distribués aux jeunes pour créer des emplois. Il y a 20% de véritables entreprises qui créent des emplois. Le reste est parti. Et donc, mais il y a eu les premiers grands scandales, comme l'affaire Khalifa. L'affaire Khalifa, où Yahya a continué à incriminer les islamistes, mais quelqu'un lui a fait remarquer à la barre dans les prétoires, là, celui de Blida, où
le procès a duré 1 mois, il m'a dit aucun des prévenus ne vient du fils. Donc c'est des gens qui viennent de chez toi. Et c'est là où on a vu que cet épouvantail des islamistes ne fonctionnait plus, sauf à Paris où on a un retard à l'allumage. Et Bouteflika, il a promis de ne pas, il a reproché au président précédent d'avoir été des présidents stagiaires. Il a promis d'être un président à plein temps. Et être président à plein temps, c'est contrôler le DRS. Mais il a fallu 2015 pour qu'il réussisse à avoir la tête de Tawfiq. Le 16 septembre 2015, à mon avis, est une date à inscrire sur la liste des célébrations algériennes, parce que c'est un tournant. Donc c'est la fin de l'état DRS, mais on ne s'est pas aperçu que c'était la montée en flèche de Saïd, et Saïd, c'est un cran au-dessus en matière de corruption, de prêts non remboursables, c'est-à-dire que, bon, Tawfiq avait fait la promotion de Rabara, qui a à peu près le même âge que lui, mais les généraux adjoints de Tawfiq se sont alliés avec Saïd pour faire la promotion de nouveaux milliardaires dont Haddad est assez représentatif. Ils sont une quinzaine. On ne parle que de Rabab et de Haddad, je ne sais pas pourquoi. Et de Koulinev. Alors, Tarkout, je crois qu'il n'est pas mis en examen, là, en Algérie. Bon. Oui, parce qu'il y a les crimes mortels et les crimes véniels. Peut-être qu'il n'a pas atteint la barre là parce que comment la corruption, je vais vous citer un seul cas. Récit d'un témoin. Quelqu'un qui s'appelait Tamar, il était chargé de l'industrie au tout début. Il rentrait du Canada, il avait une nationalité canadienne. Et Bouteflika a dit il faut attirer les investisseurs à la fois occidentaux et orientaux. Il faut les orientaux, interdiction formelle au DRS de les approcher. Bon. Et Tamar a fait venir un industriel égyptien qui était dans les pétromonarchies. Il a été retenu pour construire une centrale électrique à partir du gaz dans la région de Cherchell. Et le contrat stipule qu'il amène de l'argent frais à peu près 300 millions de dollars. C'est dans le contrat. Et dans le contrat d'exécution, c'est le Trésor public qui verse 300 millions de dollars. Or, l'Égyptien a versé en liquide 300 millions de dollars. Et donc, c'est des types qui se sucrent, mais à partir du Trésor public. C'est d'autres formes de corruption, sans parler des marchés publics là, attribués à des privilégiés qui ont rendu Rabrab jaloux. Rabrab a failli être emprisonné par Beled Abdeslam en 1993, parce que l'enveloppe budgétaire pour la convertibilité du dinar ne dépassait pas 200 millions de dollars. Le pétrole était à $9. Or, Tawfiq et Touati demandent à Abdeslam d'attribuer les 200 millions à Rabrab. Parce qu'une industrie, ils avaient 150 candidats pour acheter du matériel en Allemagne, en Hollande, en Chine. Il a dit il faut les envoyer, les laisser là, dans leurs usines. Et quand il a protesté, il voulait emprisonner Rabrab quand il a découvert les pastorats dont il bénéficiait secrètement. Et c'est Abdeslam qui a été viré. Et Saïd a fait la promotion d'autres catégories de milliardaires, mais avec des passe-droits encore plus choquants que ceux dont bénéficiait Rabrab. Bon. Alors maintenant, Rabrab, vous avez à Bougie, dans son village natal, à Port-Guédon, proteste. Pourquoi on le juge, la justice règle des comptes. Mais il faut se poser la question, pourquoi, il y a 2 ans, quand il a rencontré Louisa Hanoun à Paris, ça a fait un scandale qui a provoqué une crise à l'intérieur du Parti des travailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette trotskiste qui fréquente les milliardaires et qui devient elle-même milliardaire? Or, les irrégularités reprochées à Rabrab l'ont été faites par le Bouchouareb, le ministre de l'Industrie de l'époque. Et ça n'a pas eu de suite judiciaire. Donc c'est à ce moment-là que la justice n'était pas impartiale. Maintenant que
ils le mettent à la prison d'Al-Harrach, je crois que la justice a fait un progrès. Bon. Donc, ce que je vous ai raconté, c'est le cas du 8e, d'accord. Les gens le savaient, et donc ça a accentué, si vous voulez, la désaffection pour le politique, dont m'a parlé le jeune ingénieur qui m'a pris en autostop en 2007. Et donc ces rumeurs-là ont fait croire que les Algériens ont rompu avec la politique. Mais en fait, ils ont rompu avec la classe politique. Et le 22 février est venu comme une catastrophe dans le sens mathématique. Quand vous avez une courbe là qui brutalement croît de manière inattendue, et donc ça a montré que c'est la classe politique qui est rejetée, c'est pas la politique. Et les Algériens, massivement, veulent renouer avec la politique en mettant la citoyenneté au centre de leurs revendications. Et ça confirme un peu la prédiction de quelqu'un que vous ne voyez jamais à la télévision, parce qu'il ne supporte pas les autres politistes qui squattent l'espace médiatique, c'est Olivier Carré. Et il a dit il y a une phase islamiste imposée par les dictatures, la misère, la corruption. Donc il n'y a que les mosquées, le discours religieux qui permet une remobilisation. Mais il a dit il faut s'attendre à une phase post-islamiste. Et je crois qu'à partir du 22 février, on a une phase post-islamiste où on a une revendication de justice sociale, de citoyenneté et de démocratie. Maintenant, avec les premières semaines du Hirak, ça a été quelque chose d'assez, pas globalement positif, mais totalement positif. Mais à partir des dernières semaines, il y a des doutes sur les origines de la radicalisation du Hirak. Parce que à la place de la République, moi j'ai vu quelqu'un de proche du MAC rédiger des slogans demandant le départ de Gaïd Salah. Et là, vous avez remarqué quoi? On dit El Jish Sha'ab Khawa, on est pour l'armée, mais on est contre Gaïd Salah seulement. L'hypothèse qui circule là, dans les débats du Hiwar à Alger, c'est que le Toufir et ses réseaux, ayant perdu la partie, ils cherchent à radicaliser le mouvement pour l'opposer à Gaïd Salah en personne, pas contre l'armée. Même s'il y a un sentiment antimilitariste ancien, parce que dans les cafés d'Alger, on dit « il jish hachek ». L'armée sauve votre honneur. L'armée est très mal vue. Mais depuis le 22 février, on se pose la question, est-ce qu'elle va réussir une sorte de révolution des œillets comme l'armée portugaise en 1974? Pourquoi pas? Puisque ce n'est pas la même armée que celle du Mujrim Nazar. Et donc là, je pense qu'au moment du débat, on peut parler des possibilités et difficultés de sortie de crise. Vous avez la solution constitutionnelle que Gaïd Salah veut imposer avec comme prétexte apprendre aux Algériens le respect de la légalité la plus stricte. Vous avez la solution politique, c'est-à-dire transition, dont il faut définir la durée, en ayant à l'esprit qu'une transition à durée indéterminée, un peu à la Castro, quand il a promis de se retirer en avril, il a reconnu qu'il était gâteux. Au mois de mai, on lui a fait la remarque. Il a dit, j'ai pas dit l'année. L'idée de transition, elle vient de Toufir, puisque c'est lui qui a fait venir Zarouane. Transition à durée indéterminée, ça donne le temps au DRS, l'État DRS, de reconstituer ses forces et de revenir. Et c'est la raison pour laquelle Taleb, qui, sans doute, malgré son âge, il reste un homme politique assez avisé, il a proposé la solution médiane, transition à courte durée. Or, là, il a eu gain de cause, puisque le 4 juillet, personne n'en parle plus. Par la suite, comment ça va se dérouler, je vous recommande de voir les débats du Hiwar, celui des profs et étudiants qui ont été voir Taleb. D'eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas. Et ce qui vous révèle comme difficulté, ils ont fait le tour d'Algérie, les conférences dans les facs. C'est un des... vous savez, il y a une enquête qui, je termine par là, qui a ramené les participants au Hirak à 4 ou 5 grandes forces. Une force nationaliste, point. C'est un renouveau du nationalisme algérien sans étiquette. Ensuite, nationalisme un peu islamisant.
Et sans qu'il y ait les slogans de l'ancien fils, parce que s'il y avait les slogans de l'ancien fils, Mélenchon et Bayrou retiraient tout ce qu'ils avaient dit, des loges, et PPDA aussi. Bon. Mais vous avez un courant berbériste, dont un sous-courant est sécessionniste. Vous avez des courants du Pax, qui s'expriment sous la plume de Mohamed Qassimi, que vous avez vu dans Le Monde, au début du Hirak, et lui, il remonte au 19 mars 62. Tout est mauvais depuis le 19 mars. Donc ça revient à faire appel à un gouverneur général français en Algérie. Et donc ça pose des problèmes sur la définition exacte du système. Qu'est-ce que le système? Or, les visiteurs de Taleb ont dit seront exclus des futurs gouvernements tous qui ont du sang sur les mains dans les années 90, c'est-à-dire État DRS, et tous ceux qui ont trempé dans les deux boutefliquismes en matière de corruption. Ça paraît être assez réaliste comme définition pour éviter de revenir à la période de Noé où on reprend tout à zéro. Si on a une définition extensive du système, il y a très peu d'Algériens qui n'ont jamais eu affaire au système. Bon. Et donc, il faut se rappeler que le général de Gaulle, qui était vraiment le pourfendeur de la 4e République, a accepté d'être le dernier président du Conseil de la 4e République pendant 6 mois. Et il a mis les grands ténors de la 4e République, Fumelin, Pinet, Guy Mollet, dans son gouvernement, avec le titre de ministre d'État. Après, il est passé à autre chose. Donc, vouloir rompre avec le système sans jamais avoir couché noir sur blanc en quelques pages un programme depuis 16 ou 17 semaines que ça dure, ça pose un problème. Donc il y a une partie qui veut vraiment la paralysie du pays au nom d'un seul slogan, changer le système de dégagisme, etc. Et vu la facture là, qui attend, et la crise dissimulée par la planche à billets pour laquelle a opté Ouyahia, si vous voulez, les gens qui vont rebâtir l'Algérie, il leur faut la foi des premiers chrétiens. Je ne parle pas de la foi des premiers musulmans, parce que la foi des premiers musulmans, à chaque fois qu'il y a une difficulté, ils proclament le djihad. Les premiers chrétiens, ils restent dans le silmiya. Voilà, donc, de manière désordonnée, sans vraiment faire de prévision, et je m'en tiens à un maître peu connu, c'est Augustin Berg qui a écrit un rapport sur l'association des ulama en 1932, et il a conclu en disant « Il est de la plus dangereuse imprudence de fixer l'avenir au-delà de 3 mois. » Et il a dit « En terre d'islam, les prévisions sont pratiquement impossibles à faire. Et surtout, dans le désordre actuel, bien malin celui qui prévoit ce qui sera l'Algérie après la fin des vacances. » Mais il y a beaucoup de difficultés, mais il y a beaucoup de possibilités, dans la mesure où une grande espérance s'est levée. Et je termine en citant quelqu'un qui n'a jamais été ma tasse de thé. C'est Giscard d'Estaing qui a cette bonne formule. Le véritable homme d'État, c'est celui qui est capable de transformer une espérance en volonté politique. Je vous remercie. Merci beaucoup.